Bon, qu'est-ce qu'il faut encore ton père? C'est moi. C'est maman. Mom? Mom, is that you? Eh ben, elle est pas gênée, celle-là, elle a foutu sa mammouth dans les huîtres. Oh no. Oh yeah. Rends-moi cette perruque. Qu'est-ce qu'elle a, ta perruque? Écoutez, mesdames, restons dans le bon ton. I'm a man. Well, nobody's perfect. Faites vite, ma femme est enceinte, elle ne se sent pas bien. Je crois que je vais être maman. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Witold Weber, c'est mon vrai prénom polonais, et mes voisins de palier sont... Laurent Vachaud, 4K-Pod. Samuel Blumenfeld, je préfère me jeter par la fenêtre que faire Kinopod. Philippe Sedbon, j'ai rencontré l'ennemi, c'est moi. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le locataire, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Philippe et Laurent, qui font quasiment partie des meubles de l'immeuble, et surtout de la Kino Family. Et un nouvel occupant, Samuel Blumenfeld, qui nous fait la joie et l'honneur d'emménager avec nous dans l'immeuble de Kinopod. Bienvenue, Sam. Bonjour Jean, j'espère partir quand même assez rapidement de l'immeuble. Hein. J'étais dans quel il trouve, hein. Du moins dans le club de Polanski. Hein. Samuel Blumenfeld has left the building, comme on dit, quoi. On te connaît, on est fan de toi, grand journaliste de cinéma, co-conspirationniste de Laurent sur le classique du livre avec De Palma, d'interview qui est extraordinaire, qu'on référence souvent dans l'émission. Donc maintenant, on est content car tu fais partie de la famille, tu es là avec nous. Mais avant toute chose, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de commenter, mais surtout de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain-les-Neuf. Et maintenant, Philippe, le pitchman en personne, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. I'm the Parano Pitchman. C'est à quel sujet? Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement. Trelkovski s'installe dans un appartement dont l'ancienne locataire s'est jetée par la fenêtre. Un locataire d'avant s'est jeté par la fenêtre. Les voisins sont bizarres et semblent lui vouloir du mal. De deux choses l'une. Soit Trelkovski est un peu parano sur les bords, soit il est complètement fou dans sa tête. Ils sont tous dans le coup. Parfait, Pitchman. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai une fuite là. Je suis obligé d'interrompre une seconde parce que le verre fuit. Donc, je vais le jeter, j'arrive. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Romain aura adoré ça. Tu as un verre baveur? Ouais. Un coup ça C'est tes voisins, c'est la faute de tes voisins. C'est horrible. Il y a le voisin qui va venir frapper à la porte. Attends, j'essuie tant bien que mal avec une serviette. Bernard Fresson. L'impression d'être Norman Bates. J'avais juste un verre qui s'avère être percé, donc qui fuyait sur la table. Et je m'en excuse. Mini inondation. Alors voilà. C'est parti. Et maintenant, Laurent et Sam, tels deux doubles maléfiques, nous parlent pour ce Polanski, ce Kino Polanski numéro 3. On a fait Rosemary's Baby et plus récemment Chinatown. Laurent nous parle de la genèse et Sam un peu plus de Roman Polanski. Allez, réunion de coproprio dans l'immeuble Kinopod. Alors en fait, donc comme tout le monde le sait, peut-être pas d'ailleurs, c'est un livre de Roland Topor qui s'appelle Le locataire chimérique, qui est à l'origine du film, enfin du scénario du film. Et c'est un livre qui a été publié en 1964 et que Polanski en fait a lu après Répulsion. Et il a donc Répulsion, c'est 65. Et il a aimé le livre tout de suite, et il se trouvait simplement qu'il n'avait pas envie de faire un film qui ressemblait trop à Répulsion, hein, puisque c'est des thèmes un peu similaires, avec la personne enfermée dans un appartement qui devient folle, comme ça. Et donc, il l'a mis de côté et il s'est consacré à d'autres projets. Après, on lui a reproposé, je crois, encore une deuxième fois, ça devait être vers la fin des années 60. Et en fait, il l'a fait à la troisième fois, donc après Chinatown, alors qu'il était en train d'essayer de mettre sur pied les pirates.
mais à l'époque, comme production surtout américaine, dans un grand studio avec Nicholson qui devait jouer le rôle du capitaine Red, et il n'y arrivait pas. Et donc, il a découvert en fait que la Paramount, avec qui il travaillait, avait les droits du locataire chimérique. Et même là, il racontait que le patron de Paramount à l'époque, qui s'appelait Barry Diller, savait même pas ce que c'était. Enfin, comme souvent les Américains savent pas, connaissent pas les droits de les livres dont ils ont les droits. Et donc, il a demandé à faire ce film, hein, qui était en fait un film américain, puisque c'est produit par Paramount, même si ça se passe à Paris et que nous on le voit souvent en français le film, hein, mais il est normalement tourné en anglais. Hein. C'est que tous les personnages parlent anglais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs américains chez les Winters, Melvin Douglas, hein, qui jouent des personnages parisiens. Heureux de vous entendre dire, Monsieur Trelkovski. Ça passe d'ailleurs mieux en français, je trouve, beaucoup mieux, puisque lui se double lui-même aussi en français. Donc la jeunesse, c'est ça. Il a écrit le scénario après avec Gérard Brache, comme d'habitude. Si vous pouviez filmer les images mentales, alors où l'adéquation est la plus grande, c'est évidemment avec le metteur en scène avec lequel vous travaillez, et surtout si c'est quelqu'un, disons, comme Polanski, avec lequel je suis en osmose. Je crois qu'on voit à peu près les mêmes images. Sauf que lui peut les filmer, moi je peux pas les filmer. Et il filme 1000 fois mieux que moi je pourrais les filmer. Mais c'est un projet en fait qui remonte à loin, hein, puisque moi je l'ai appris après. Hein, mais je savais pas que c'était en fait un livre qu'il avait lu quasiment après Répulsion. C'est drôle. Mais cette trilogie, Samuel, cette trilogie qu'on appelle la trilogie des appartements, ça c'est une invention de journaliste. C'est comme L'homme sans nom de Sergio Leone. C'était pas véritablement une intention de Polanski au départ de faire des films d'appartements hantés, entre guillemets, comme ça, non? Non, tout à fait. Le processus décisionnel chez Polanski est toujours assez étrange. C'est pas quelqu'un qui a, on va dire, un plan de carrière avec une série de projets bien définis et puis qui les fait les uns après les autres. Là-dessus, il fonctionne assez comme un cinéaste de studio, hein, d'ailleurs, hein, qu'il est encore, hein, qu'il est pour l'une des dernières fois. Il y a deux choses qui me frappent dans le cas du locataire. C'est vraiment, comme l'a dit Laurence, c'est l'occasion fait le larron. Il s'avère que ce projet, la Paramount en est propriétaire et donc Polanski, qui quand même est au sommet à ce moment-là de sa carrière, hein, faut le situer, il a quand même, il a terminé Chinatown, qui a été un énorme succès critique et commercial. Il est encore un cinéaste hollywoodien pour la dernière fois, puisque c'est le dernier film qu'il va tourner pour une major avant son scandale sexuel. Donc, il est dans une configuration assez particulière. C'est aussi frappant de voir que Polanski tourne pour la troisième et dernière fois pour Paramount, après Rosemary's Baby et Chinatown. Et c'est avec la Paramount qu'il a tourné 3 de ses plus grands films. Ce n'est pas non plus un hasard. Dernier point qui n'est pas le moindre, c'est en fait le retour de Polanski en France. C'est qu'en fait, Polanski a une longue histoire avec la France. Il est né, on le sait, il est né à Paris. Ensuite, il fait un passage par la France après son exil polonais. Puis s'aperçoit assez rapidement qu'il n'est pas à l'aise dans la France gaulliste et que on va dire que l'Angleterre des Swing 60s est bien plus séduisante pour lui. Il reviendra aussi en France, n'oublions pas, c'est un passage très intéressant, lorsqu'il est membre du jury du Festival de Cannes en 1968. Le fameux Festival de Cannes 68, qui est interrompu par, on va dire de manière assez maladroite et erronée par Jean-Luc Godard, François Truffaut et consorts. Nous demandons à nos 3 camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici. Et Polanski est absolument effrayé par le spectacle offert par les cinéastes français, qui dit, pour lui, ce sont des gamins qui jouent à la Révolution, qui, eux, ne savent pas ce qu'est la Révolution, encore moins ce qu'est le communisme, alors que lui, Polanski, on a une idée précise et a fui cela. Jean-Luc, tout ce que tu me dis, ça me rappelle énormément de journées que j'ai passées en Pologne pendant une période qui s'appelait stalinienne. Il fallait faire... Oui, mais le stalinisme varie suivant les pays. Oui, mais enfin, on continue. Donc, lorsque Polanski retourne en France, tourner, parce que là, pour le coup, c'est quasiment une première, du moins pour un long métrage, ce qu'il regarde, en fait, en France, c'est tout ce qui lui déplaît. Ce qui est en fait aussi l'un des sujets du film, c'est on va dire l'aversion, une certaine aversion que Polanski éprouve pour notre pays. T'as bien 100 balles quand même. Tenez, regardez, Jacques Dabillet. Tu vas pas faire le radin devant ta fiancée?
Eh ben, c'est très intéressant et une des raisons aussi principales pour laquelle il est l'acteur idéal pour incarner Trelkovski. Et on va parler un peu plus du casting avec Philippe parce que lorsque j'avais vu le film dans le passé, moi j'avais un petit peu de mal avec lui. Je me disais à l'époque, je préférais un Dustin Hoffman ou un acteur plus confirmé entre guillemets. Mais je me suis rendu compte en fait qu'il est parfait, il ressemble comme les autres personnages à un dessin. Et pour jouer cette espèce d'alien, en tous les cas, d'immigrant polonais dans Paris qui est perdu, j'ai du mal à imaginer un autre acteur. Et surtout, ça aurait pu être pire, Philippe, ça aurait pu être Jean-Pierre Léaud. Non, je déconne. Par exemple. Pire que ça, hein, presque. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est une espèce de tour de Babel extraordinaire, ce casting. On va en parler, comme je disais, plus avec Philippe. Mais sur le plateau, quand tu as tout d'un coup les débuts du Splendide... Serait-il possible de baisser un peu votre musique? Ma femme est souffrante. À côté de Shelley Winters, c'est d'acteurs américains très confirmés pour ce casting d'un film, comme tu disais, un film américain. Parce qu'effectivement, à l'arrivée, j'ai fait une erreur, c'est que j'en ai regardé un grand bout en anglais sur Amazon Prime. Et tout d'un coup, quand tu as Pied Plu qui est doublé en anglais... I'm just having a few friends over for a quiet chat. Quiet? I live upstairs and I can hear every word you're saying. Un acteur qui est tellement particulier, qui a une voix aussi étonnante et qui est tellement répertorié pour un Français de ma génération, c'est impossible. Il n'est pas raisonnable de faire un tel chambard samedi soir ou pas samedi soir. It's not reasonable to make such a racket even on a Saturday evening. Moi, je l'ai vu en entier en anglais. Je l'ai pas revu depuis des années. Je l'ai revu en anglais bêtement parce que j'avais pas d'autres copies sous la main. Et c'est très difficile parce que t'as des scènes entre Junio et Chazelle qui parlent anglais entre eux. Et t'as des moments que c'est absolument absurde, quoi. C'est impossible. C'est comme French Connection 2, tu sais, c'est les films qu'il faut voir en français. Ouais, ou certains films italiens. Pardon, en anglais. L'un, il faut le voir que en anglais et l'autre, il faut le voir que en français. C'est vrai. Les Visconti, c'est pareil. Quand tu regardes Le Guépard en version italienne, t'as Delon qui parle en italien, c'est pas sa voix, tu vois. C'est vrai. Mais Samuel, le film est mal accueilli par la critique à l'époque. Il est bien évidemment réévalué par la suite et considéré aujourd'hui comme une espèce de chef-d'œuvre du film d'horreur. Parce que, une fois de plus, comme avec Rosemary's Baby, j'étais frappé par la modernité. Aujourd'hui, quand tu regardes un film A24, tu sais qui sont ces films d'horreur qu'on appelle, je trouve un petit peu pas à juste titre, mais le elevated horror, l'horreur élevée. Alors tu vois ça justement très très bien dans les films de Polanski ou dans des films antérieurs même, comme Hitchcock. Et ben là, c'est extraordinaire de voir à quel point il est moderne par rapport à ces films qu'on voit de Harry Astor ou ces mecs-là qui veulent avoir ces espèces d'ambiance, ces slow burn et ce cringe, pour avoir plein de mots anglais horribles. Moi, je dirais qu'une des raisons pour lesquelles le film vieillit si bien, en fait, ou du moins ne vieillit pas du tout, je pense que ça tient, entre autres choses, au rapport qu'entretient Polanski avec l'espace. On sait tous que Polanski est un cinéaste qui adore le studio. Donc, il y a une bonne partie du film qui prend place dans ce décor qui est, je veux dire, à la fois l'appartement et puis ce hall, cette parcelle d'immeuble. Mais c'est aussi, le locataire est aussi un film qui favorise les extérieurs. Et ce qu'on découvre, c'est une partie du Paris qui est en train de se reconstruire dans les années 70, je pense en particulier aux Halles. Mais en fait, le Paris que filme Polanski, c'est un Paris très cliché, qui est volontairement très cliché. On va dire, on retrouve un petit peu, c'est presque un Paris de carte postale. Mais c'est un Paris de carte postale au sens où il est tellement cliché qu'on a l'impression que même dans les scènes d'extérieur, on se trouve en studio. Si bien que l'artificialité du film, qui a peut-être décontenancé des gens à l'époque, devient un atout extraordinaire aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'est pas tant à Paris que sur le territoire de Polanski. Ouais, c'est très joli, mais c'est vrai que Philippe, c'est quand même, il y a une certaine âpreté, j'ai trouvé, dans sa façon de filmer Paris, et que on est plus proche d'un French Connection 2, tu sais, dans la façon de Frank Hennemer de filmer Marseille. On n'est pas trop justement dans l'image d'Épinal, et on a quelque chose comme Frantic aussi, qui est le regard d'un étranger sur la capitale. Excuse me, speak English? Allô? Jacques! Ouais? Tu vois un peu ce qu'il veut, là. Et je trouve que c'est assez intéressant. Oui. Même Spielberg avait ça aussi avec Munich, des années plus tard, où il recréait cette vibe 70s. Moi, j'ai remarqué, là, en le revoyant, c'est que même les séquences d'extérieur,
c'est souvent le personnage est seul, tu vois, ou alors dans des espaces complètement vides. Tu le vois jamais au milieu de la foule des Champs-Élysées, tu vois, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que il choisit, tu vois, le tout petit matin devant une station de métro avec Rufus où il y a personne autour. Ce que tu as fait pour moi, c'est tout naturel. Le quai de la Seine où tu vois juste il marche, tu vois, à l'aube ou je sais pas quoi. Enfin, il choisit volontairement des endroits où la solitude du personnage finalement se fait ressentir autant que dans les scènes d'intérieur, quoi. Ça devient un paysage mental, tu vois. C'est-à-dire tout ce qu'il voit, les intérieurs comme les extérieurs, c'est dans sa tête, quoi. C'est la façon dont il les voit. C'est complètement à travers son prisme mental. Absolument. Ben, Philippe, puisque tu as pris la parole, garde-la et parle-nous du casting du film, l'extraordinaire casting du film. Trelkovski, c'est un nom russe? Polonais. Vous n'êtes pas français? Alors, casting, on va parler de Polanski, mais pas en tant que cinéaste, en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, on l'a vu dans ses propres films. Le plus mémorable, c'est le plus court, c'est Chinatown. Hello, Claude. Where'd you get the midget? Où il coupe le nez de Nicholson. Ouais. Il a fait aussi le bal des vampires, où il avait le rôle principal. On l'a entrevu de temps en temps, mais il avait 43 ans quand il a fait le film. Il les fait pas tellement, on dirait presque un petit garçon par moment. Dans les autres films qu'il a tournés pour des cinéastes, il était très bien dans Une simple formalité avec Depardieu, un film italien, et il était bizarrement un méchant dans Rush Hour. Do we understand each other? Excellent. Avec Chris Rock. So we can go now? This will just take a moment. Welcome to Paris. Oh shit. Un commissaire, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, méchant. Tu le vois dans quelques films, tu le vois, je crois, dans un film avec Peter Sellers qui s'appelle, où il y a Ringo Starr aussi, je sais plus, il fait une sorte de figurant avec Yul Brynner. Would you like to buy a girl a drink, big boy? Et dans le film la Blood pour Dracula, non, c'est-à-dire les films de Paul Morisset avec Andy Warhol. What is that you want to know? Why do you ask? Mais moi, je pensais qu'il était mieux, comme Tarantino, à petite dose. Je préfère le Tarantino de Pulp Fiction que celui de Aux frontières de l'aube. Mais en fait, il est vraiment formidable dans ce rôle. Qu'est-ce que tu penses de l'acting, toi, Samuel, de Polanski, dans ce rôle? Je trouve que c'est son rôle le plus marquant et le plus intéressant. Parce que n'oublions pas que Polanski est à l'origine autant comédien que réalisateur. Alors, c'est bien évidemment un réalisateur infiniment plus doué que le comédien, mais enfin, c'est quelqu'un qui fait ses débuts au cinéma. Na budowie obiecali, że za rok do technicznej szkoły pójdę. No to potem chciałbym zostać lotnikiem. Lotnikiem? Donc, il y a toujours eu chez Polanski ces deux chemins qu'il emprunte en fait régulièrement, mais le plus souvent en fait en se dirigeant lui-même. Ouais. Là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est son rôle le plus complexe devant la caméra, de très loin. Ce qui est cocasse, c'est qu'il incarne un personnage introverti, mal à l'aise surtout. Vous cherchez quelque chose? C'est vous l'infirmière chef? Oui. Je suis très heureux. Je dirais à la fois n'exerçant aucune séduction, donc ce qui est l'inverse, je veux dire, du Polanski de la vie réelle, également paranoïaque, ce qui peut être une version du Polanski de la vie réelle, maltraité, on ne peut plus maltraiter, ce qui par contre une version assez pertinente du Polanski de la vie réelle, du moins du Polanski, de ce qu'a pu vivre Polanski à certains moments de l'histoire. Je dirais, bon, peut-être que mes camarades me contrediront, mais je dirais que c'est le cas le plus flagrant d'un Polanski intime devant la caméra. Donc c'est de loin le film de Polanski, acteur, qui m'intéresse le plus. Ouais, je suis d'accord. Mais Philippe, il fait quelque chose qui est très dur, c'est de jouer l'absence de charisme et de parvenir à exister quand même. Ben oui, mais c'est inhérent au personnage, c'est-à-dire que comme ce personnage est bâti sur la perte d'identité, et se laisse bouffer. Il a tellement peu de personnalité qu'il se laisse bouffer par la personnalité d'une morte.
Ce qu'il fait est parfaitement juste, quoi. C'est-à-dire, il n'existe pas quasiment. C'est une espèce de silhouette de pantin. Et son effacement progressif, il le rend magnifiquement, je trouve, moi, comme comédien. C'est le rôle le plus intéressant parce que quand même c'est le rôle le plus conséquent, parce que sinon avant c'était un peu des apparitions, hein. Dans Chinatown il doit avoir 2 scènes, enfin surtout une. Donc là il est carrément premier rôle de tout un film, donc c'est pas pareil. Moi je l'ai vu au théâtre jouer, hein, parce que c'est aussi un acteur de théâtre. Quand il était en Pologne, on se rappelle, enfin pour les gens qui ont vu au théâtre, c'est lui qui jouait Amadeus, enfin qui jouait Mozart dans Amadeus. Face à François Perrier, je l'ai vu aussi. Ouais. Voilà, et il l'avait joué en Pologne aussi. Moi je l'avais vu aussi dans une adaptation de Kafka par Steven Berkoff, qui s'appelait La Métamorphose, tu sais, où tu le voyais monter comme sur des structures métalliques quand il était censé être un cafard. Donc c'est un comédien aussi de théâtre. Hein. Mais Samuel, est-ce qu'on sait s'il a été le seul acteur pressenti pour le film? Paramount a toujours tout de suite été d'accord avec le casting de Polanski? Aucun autre acteur pressenti. Aucun. Ouais, donc véritablement, c'est pensé pour que Trelkowski soit Polanski. Alors après, il faut quand même resituer qu'à l'époque, il veut faire Les Pirates avec Jack Nicholson, où il doit jouer lui-même le rôle qui sera celui de Chris Campion, enfin la grenouille, enfin le comparse de Walter Matthau, enfin du personnage de Walter Matthau. Never lose faith in divine providence. Never. Donc il était normalement dans un état où il devait jouer aussi, quoi, tu vois, il y a un rôle important. Donc je pense qu'il avait une volonté, si tu veux, de se donner aussi un rôle. Il avait dit que le Bal des Vampires, curieusement, avait été beaucoup plus difficile à faire pour lui, en tant qu'acteur-réalisateur, que le Locataire. Alors que dans le Bal des Vampires, curieusement, il partage l'affiche avec Jack McGovern. Alors que là, il est quasiment... je pense qu'il est quasiment de presque toutes les scènes, hein, si je me souviens bien, puisque c'est toujours vu par son point de vue à lui, donc c'est plus lourd quand même en même temps, tu vois. Philippe, face à lui, une très jeune Isabelle Adjani, qui est assez extraordinaire déjà. Ouais. Isabelle Adjani, qui sortait des succès de La Gifle et de L'Histoire d'Adèle H, qui n'était pas encore une méga star, mais qui était très sur le top, quoi. Et là, elle a un rôle secondaire quand même. On peut pas dire que ce soit un caméo ni rien, mais c'est un bon rôle secondaire, très difficile à définir. Est-ce qu'elle est fantasmée complètement par Trelkowski ? C'est possible, parce qu'elle est quand même très ravissante, elle se jette sur lui. Est-ce que c'est un fantasme? On ne sait pas, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Et elle est parfaite, parce qu'elle essaie pas... D'abord, elle se masque beaucoup, elle a des énormes lunettes, une perruque, etc. Donc on la voit pas très bien dans le film, et je trouve ça intéressant aussi, parce que ça empêche de trop la définir comme un véritable personnage. C'est presque un fantôme ou un fantasme, enfin voilà, elle est très bien, elle joue ça formidable, toujours en oblique comme ça. Et puis elle a ce côté hippie qu'avait aussi un peu Maria Schneider dans Le Dernier Tango à Paris, autre film d'un Paris un peu lugubre. Pas les moindres merci, vous avez vu? J'aime pas les clochards. Vous avez eu tort de lui donner quelque chose. Elle est quand même vachement intéressante. Je me suis demandé, comme toi, Philippe, si c'était pas un figment de son imagination. Et c'est quand même, quand je parle des hippies, c'est toujours comme aussi avec Rosemary's Baby, les jeunes face aux vieux. Alors je sais pas si c'est l'époque encore un petit peu de la contre-culture, de l'anti-établissement, mais les méchants, ou entre guillemets, les antagonistes sont souvent des vieilles personnes, comme on a vu, comme on revoit de nouveau avec Melvyn Douglas, où on sait pas, bien sûr, tout ça est fantasmé, et on va parler de ça un peu plus avant dans quelques instants. Isabelle Adjani, je voudrais juste parler de son année 79, Laurent. Tu te rends compte, la même année, elle fait Nosferatu, où elle affronte le meilleur ami de Philippe, Klaus Kinski, et ensuite les sœurs Brontë, Clara et les Chic Types et Possession. Je te plais pas? Ah mais si. Ah, vous vous rendez pas compte, vous me branchez beaucoup, hein. Ah non, c'est pas ça, au contraire, non. Oui, c'est la grande époque des années 70. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a souvent joué, on disait, hein, enfin moi je trouve que Le Locataire est quand même un des meilleurs films de Polanski, mais on disait que c'était à l'époque une actrice qui jouait souvent dans pas les meilleurs films des grands metteurs en scène, tu vois, parce qu'à l'époque on disait que Nosferatu était un Herdog mineur par rapport à Aguirre. On disait que Le Locataire était plutôt une déception, c'est aujourd'hui largement réévalué. Mais elle a eu cette répétition souvent de jouer dans des films qui n'étaient pas les meilleurs des grands metteurs en scène, notamment les metteurs en scène. Même Ishtar a été réévalué. Je ne l'ai jamais vu, mais même les gens disent aujourd'hui que c'est moins terrible qu'on l'a dit. Ils n'ont pas eu de chance. C'est-à-dire les Françaises, chaque fois qu'elles ont joué dans des films américains, Adjani, c'est quand même Driver, où elle est quasiment inexistante. Enfin, tu mets n'importe qui à la place, ça serait à peu près pareil.
c'est pas de sa faute, hein, d'ailleurs, c'est le rôle qui est écrit comme ça. Mais Ishtar, c'est une catastrophe. Hubert, c'était Heaven's Gate. Cotillard, quand tu vois Batman, tu vois, tout le monde s'en moque sur Internet quand elle meurt. Enfin, donc, elles n'ont pas forcément une Béard dans Mission Impossible. C'est quand même le seul vraiment grosse faiblesse du film, tu vois. Enfin, c'est le personnage qu'on aurait pu mettre un mannequin, t'aurais pu mettre Olga Kurilenko, tu vois, ou n'importe qui, c'était pareil. Donc, elles sont souvent pas forcément utilisées à leur mieux, hein, dans les films étrangers, quoi. Je rajouterais sur Adjani dans Le Locataire, hein, c'est déjà une actrice qui a une réelle aura après Adèle H de François Truffaut. Ce que je remarque, c'est que dans le film de Truffaut, c'est une actrice qui a un rôle corseté, qui a une forte pulsion sexuelle, mais qui est réprimée. Dans Le Locataire, c'est l'inverse. C'est une furie sexuelle et elle est volontairement enlaidie par Polanski. Alors, il y a toujours des limites à enlaidir Isabelle Adjani, parce que quand même, c'est une mission Ouais, mais quasi ça, on impossible. retrouve, pardon de t'interrompre, mais on retrouve ce qu'ils font à Hollywood quand ils mettent un chignon et des lunettes à une femme ravissante en prétendant l'enlaidir. Tu as ça avec Catwoman, tu sais, Michelle Pfeiffer, dans la première partie, quand elle est Selina Kyle avant de devenir Catwoman. Et ça marche jamais au cinéma. Elle est ravissante, Isabelle Adjani, comme tu dis, d'ailleurs. Mais néanmoins, elle est très très convaincante quand même. Ils essaient de la déguiser en anémone, mais c'est raté. Ouais, mais là quand même, elle est très bonne dedans. Elle est très très bonne dans le film. Je veux dire, ça fonctionne très bien. Ça accentue le trouble d'ailleurs parce qu'il y a un véritable trouble qu'une fille de cette beauté, même on va dire avec ses lunettes, tout ça. Enfin, je veux dire, même fagotée, il y a un trouble que cette fille aille à ce point vers Trelkovski, qui est le personnage indésirable par excellence. Il faut rappeler que Samuel a fait un long feuilleton dans Le Monde, hein, sur Isabelle Adjani il y a l'année dernière, et qu'il a passé beaucoup de temps avec elle. Et est-ce que tu peux dire un petit peu, elle t'a parlé du Locataire, un petit peu de son expérience? Tout à fait. Elle m'a parlé du Locataire. Ce qu'elle me racontait, c'est que c'était un tournage très difficile, parce que le fait que Polanski soit devant et derrière la caméra le rendait, on va dire, peu amène, guère pédagogue et extrêmement exigeant, sans doute parce qu'il était peut-être plus nerveux qu'à l'habitude. Pour Isabelle Adjani, c'était un moment où elle tournait beaucoup, elle était absolument épuisée, et puis bon, elle avait un rapport pour le moins particulier au personnage qu'on lui donnait. Et donc elle m'avait raconté sur la scène où où le personnage joué par Polanski et elle se rencontrent à l'hôpital. Vous êtes un de ses amis? Excusez-moi. Devant Simone Schul, qui a l'article de la mort. Donc c'est une scène où le personnage d'Isabelle Adjani est absolument épuisé. Donc elle avait volontairement pas dormi de la nuit pour apparaître encore plus épuisée. Comment c'est possible? J'arrive pas à y croire. Et Polanski s'était moqué d'elle. Elle trouvait Polanski, on va dire, avec une méthode quand même pour le moins particulière. Je ne sais pas si elle a un respect infini pour l'individu. En revanche, elle a un respect infini pour le réalisateur, puisque de toute façon, elle avait commencé un autre tournage avec lui, qui était le tournage du Double avec John Travolta, qui avait été interrompu au bout de quelques jours. Donc, pourquoi ça a été... Attends, excuse-moi, ça m'intéresse, parce que ça aurait été quelque part un quadriptyque de films d'appartement, tout d'un coup peut-être. Mais pourquoi ça a été interrompu, le Double avec Travolta? On a parlé de scènes de nudité, mais je ne sais pas si c'est exact. Et que Travolta voulait pas faire de nudité. Alors, moi, elle m'a dit que c'était tout simplement la manière qu'avait Polanski de diriger les acteurs, qui était une manière très directive. Travolta n'acceptait pas du tout cela. Il est vraiment parti du jour au lendemain. Il a repris son avion, puisque bon... tout seul, ouais. Il s'est barré. Moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que dès la première fois où Travolta est arrivé sur le plateau, pourtant il s'était déjà rencontré plusieurs fois avant, hein, il paraît que Polanski lui a dit tu es toujours dans cette connerie de scientologie, tu vois, parce que lui, quand même, les sectes, il en avait gardé un mauvais souvenir, et il paraît que ça a quand même chopé assez vite là-dessus, quoi. Extraordinaire.
Philippe, pardon, on t'a interrompu, mais ça valait le coup. Melvyn Douglas, quand même, de Greta Garbo, Ninotchka, de 1939 à Bienvenue Mr. Chance et Le Locataire, il a une carrière quand même hallucinante, ce monsieur. Ma femme et moi, nous nous faisons vieux. Pas si vieux que ça, monsieur. Je sais ce que je dis, nous commençons à nous faire vieux. Et il a surtout une carrière, un revival quand il est devenu très vieux, comme dans ce film-là. Il a eu un revival, on l'a vu dans plein de films, dans des rôles de politiciens, de vieillards. Il était dans Bienvenue Mr. Chance, il me semble. C'est ça, mais il était dans les années 60, il était quand même dans HUD, et dans les années 70, I Never Sang for My Father, que j'ai pas vu, qui paraît-il est un très beau film avec Gene Hackman, c'est ça. Ouais. Gene Hackman. Donc c'est des acteurs qui travaillent toujours, en fait, même si on a l'impression qu'ils disparaissent un peu. Mais là, effectivement, un vrai revival en dernière partie de carrière, ouais. Ils doivent refaire la verrière. Il y a un trio d'acteurs hollywoodiens. Il y a donc Shelley Winters, qui était un peu la tête à claque d'Hollywood pendant des années, avec son jeu un peu larmoyant, etc. Et là, il se retrouve en concierge parisienne. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a Melvyn Douglas, donc, qui joue l'espèce de personnage semi-diabolique de propriétaire pénible, exigeant et espion. Il est tout le temps là à regarder, à écouter, etc. Je suis Madame Dios. Et il y a Jo Van Fleet, qui est la moins connue du lot, qui est un pilier de l'acteur studio, qu'on a vu dans À l'Est d'Éden, par exemple, et qui est une actrice très dense, très intense, elle joue toujours très coléreux, comme ça. Et elle a un rôle un peu indéfini, mais de locataire, là aussi, très chiante et très autoritaire. Et le trio s'intègre moyennement à la réalité française, en tout cas dans la version en anglais que j'ai vue. Oui, tu m'étonnes. Je sais pas très bien ce qu'ils font là quand tu le vois en anglais. Alors, doublé, je pense que ça doit passer crème, mais en anglais, c'est bizarre. Et puis après, on a un trio qui sort de... Attends, excuse-moi, juste avant que tu ne poursuives, Jo Van Fleet, quand même, elle a été dans tous les séries télé de mon enfance. Elle est dans Les Mystères de l'Ouest, elle est dans Alfred Hitchcock Présente, elle a une carrière incroyable. On la voit dans OK Corral, dans I Love You, Alice B. Toklas, un film que j'aime beaucoup avec Peter Sellers, que vous avez peut-être vu, où il joue un avocat à Los Angeles qui prend des cookies à l'herbe, et dans Cool Hand Luke. Donc c'est quand même une sacrée carrière, hein. Jo Van Fleet. Sauvage de Kazan aussi, je crois, je me souviens. Ouais. Le chef, tout à fait, je confirme. Tout à fait. Où elle est remarquable dedans. Mais là, ça prouve, et vous allez peut-être me le confirmer, et Laurent et Samuel, que Polanski est un vrai... comment dire, c'est juste des idées de directeur de casting, ou c'est lui aussi qui est un vrai cinéphile qui va chercher comme ça les acteurs du passé et qui s'intéresse aux films du passé? Moi, je dirais, Jean, ce type de cinéphilie, c'est pas le truc de Polanski, quoi. C'est pas Tarantino qui, voilà, on va dire. C'est ça que je voulais savoir. Non, pas du tout. Je pense vraiment que là. C'est Scorsese qui connaît aussi tous les noms des gens et tout. Non, là, Polanski, pas comme ça. C'est pas du tout cette cinéphilie. C'est un film de studio. Il s'agit de trouver des acteurs américains seniors. Hein. On prend ceux qui sont disponibles et puis ils sont envoyés à Paris et rouler jeunesse. Ok, intéressant. Alors, par contre, il avait été spectateur du Café de la Gare, enfin du café-théâtre de l'époque, et il avait vu l'émergence de tous ces acteurs du Café de la Gare, hein, puisque c'était Romain Bouteille qu'on voit d'ailleurs dans un rôle du locataire, hein, qui était le patron de ce café-théâtre, le chef de la troupe. Prendre seulement le pinacle détaillé dessiné dans le coin en bas à gauche, près du numéro d'enregistrement. On va s'en occuper avant jeudi. Et où il y avait Junio, Michel Blanc qu'on voit aussi, Balasco. Ouais. Philippe va nous en parler tout de suite, en fait, parce que c'est vrai que c'est excellent. Moi, j'adore tous ces films où on voit le splendide avant qu'il n'explose. On le voit aussi dans certains films de mon père, Francis, comme Weber, comme scénariste, tu sais, ils sont dans On aura tout vu, etc. et tout. Ouais. Mais là, ils ont vraiment des bons rôles. J'ai regretté qu'il n'y ait pas Clavier. D'ailleurs, mais c'est vrai que ça fait plaisir de les voir comme ça, Philippe, hein, tous. Oui, il y a Balasco, il y a Michel Blanc, il y a Junio, et il y a Louba Garchikov, qui est la mère de Marianne Chazelle. Ouais. Il aurait pu y avoir Coluche comme dans Thème Rock ou Zem Rock, je sais pas comment on prononce, c'est où on les voit aussi tous. Après, tu sais pas s'il leur a pas proposé à tous et puis qu'il y en a qui étaient pas dispo, hein, c'est possible aussi. Oh, regardez-moi ce salaud, il est en train de pisser dans l'évier. C'est pas ma faute, il y a pas de chiottes dans cet appartement pourri. Et sinon, t'as Fresson qui est quand même aussi dans un rôle assez génial, tu vois,
de beauf. Parce qu'en fait, le film décrit deux types de personnages. T'imagines un type qui met de la musique dans son appart, il entend les voisins taper, donc il y a celui qui baisse la musique, puis t'as au contraire le type qui la met plus fort, tu vois, et le film décrit bien ce genre de deux types de personnages, mais te montre aussi que c'est le plus conciliant et finalement le plus civilisé, celui qui baisse la musique, qui devient victime finalement, quoi. Je passe mes disques quand je veux, autant de fois que je veux, et à la puissance que je veux. Philippe, moi j'avais une question à te poser avant qu'on retourne éventuellement au casting. C'est que dans des films comme The Shining, tu sais, Kubrick finit par prendre position et nous dire qu'il y a véritablement des fantômes dans l'Overlook, alors que là on reste véritablement dans l'ambiguïté. Quasiment jusqu'au bout, on se demande si c'est dans la tête du personnage jusqu'au bout. Parce il y a deux, trois plans, tu sais, quand il est accidenté et qu'il y a les gens qui se penchent sur lui dans la rue, confond les vrais gens avec les gens fantasmés de l'immeuble. Assassin. Où là, tu comprends que c'est tout dans sa tête. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté, là. Qu'est-ce que tu penses? Parce que Samuel, moi j'avais lu que tu étais intéressé par la question et je me suis même demandé si c'était une histoire de die book, tu sais, comme dans cette première scène aussi du film. Une histoire de die-book. Très franche. Donc en fait une histoire de possession. C'est ça, de dame en peine qui posséderait quelqu'un en fait. Alors je dirais. C'est dans le folklore, je précise que c'est dans le folklore yiddish, si je ne m'abuse. Ou, Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, on va dire c'est sur des terres proches de celles sur lesquelles est né Polanski. Je dirais juste, les thèmes de possession, les questions de possession, elles sont dans différentes, elles se trouvent dans différents folklores. Je ne dirais pas que là-dessus, Polanski est influencé par le D-Book. Si c'était le cas, il l'aurait dit. Je pense que c'est pas spécialement sa culture, hein, vraiment. Par contre, il est tout à fait possible que là, Roland Topor se soit inspiré, soit directement en prise avec le folklore juif. Là, c'est réellement une hypothèse beaucoup plus sérieuse. Intéressant, parce qu'on voit bien sûr le folklore, l'égyptologie qui est présente à travers tout le film. Souvenir du Louvre. Je ne l'ai pas lu. Moi non plus. Je suis pas très intéressé par Théophile Gautier. Donc cette idée de réincarnation sous-jacente, ce sous-texte. Mais on voit également des choses qu'on voit dans d'autres folklores. Par exemple, quand il trouve cette dent dans le mur, c'est un truc que tu vois aussi bien avec la sorcière de Blair Witch que dans certains films d'horreur thaïlandais où tout d'un coup, il vole la dent pour posséder quelqu'un, il lui vole sa dent, si tu veux. Donc moi, j'ai trouvé que c'est vachement intéressant d'emprunter à différents folklores sur fond de Kafka et d'Hitchcock, de Fenêtre sur cour, tout d'un coup, avec ces gens qui s'observent. C'est vraiment un mélange extraordinaire et d'une fois de plus très moderne. Alors, je rajouterais juste que toi, sur Fenêtre sur cour, qui est effectivement un rapprochement pertinent, mais c'est l'inverse. Parce que dans Fenêtre sur cour, c'est un résident d'un immeuble qui regarde les autres. Là, c'est exactement l'inverse. Ce sont les résidents de l'immeuble qui regardent le malheureux Trelkowski. C'est vrai. Puisqu'on est très bien vu, mais puisqu'on est sur Hitchcock, aussi Psychose, avec cette confusion des genres, tu vois. Et quand il est tout d'un coup quand il s'habille tout d'un coup comme Simon Schulz, spoiler alert, on n'est pas loin de la maman de Norman Bates, effectivement aussi, quoi. Mais quand tu parles avec lui, il te dit que Hitchcock, c'est pas du tout un cinéaste qui l'a influencé, en fait, quoi. Enfin, il dit que lui, il fonctionne très différemment. Et parce que c'est vrai, hein, en même temps, dans Répulsion aussi, on pouvait y penser. Tu vois qu'il y avait une filiation. Je l'ai revu pour le show, ouais. Et lui, il te dit que c'est pas un cinéaste qui l'a influencé, qu'il fonctionne pas, tu vois, dans le même rapport au voyeurisme. Et lui, il a tendance à filmer les gens, tu vois, en se mettant comme si c'était le point de vue de quelqu'un qui était derrière le personnage, tu vois. Alors que Hitchcock, il a souvent tendance à te montrer ce que voit exactement le personnage, tu vois, d'être dans un point de vue beaucoup plus collé au personnage. Et il faut, par rapport au D-Book et tout ça aussi, il faut rappeler que Polanski est pas du tout. Enfin, croit pas au surnaturel. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui croit à ça, quoi. Donc, je pense pas qu'il ait été influencé, enfin, en tout cas par ça, quoi. Ce qui explique, à part les yeux jaunes de la fin, le réalisme de Rosemary's Baby, Philippe, ou celui du locataire, où carrément il n'y a plus de diable, là, il y a simplement des voisins, et peut-être une histoire qui se passe uniquement dans la tête d'un type qui est locataire de son propre corps, comme un alien, justement.
Moi, j'ai Ouais. revu aussi Répulsion pour le show. Et Ouais. là, il y avait déjà tout dedans. C'est-à-dire, tout est dans C'est sa fou. tête. Elle Ouais. se fait agresser par son père dans des fantasmes nocturnes tous les soirs. Elle tue quelqu'un en croyant tuer d'autres. Enfin, tout est dans sa tête, mais c'est franchement assumé, là. Ouais, mais il y a une différence, parce que la folie, là, dans le personnage du locataire, elle est dirigée, en fait, contre lui-même. C'est-à-dire que dans Répulsion, elle est dirigée aussi vers les autres, puisqu'elle tue des hommes. Enfin, elle se met à devenir une meurtrière. Tandis que dans Le Locataire, tu le vois pas tout d'un coup prendre un couteau pour aller assassiner Claude Pieplu ou Melvin Douglas, ou tu vois, il se fait surtout mal à lui, quoi. C'est-à-dire, il se balance par la fenêtre, tu vois, 2 fois. Enfin, il est possédé par l'esprit de Simone Schul, quelque part, symboliquement. Mais c'est pas une violence dirigée vers les autres. Monsieur Travolsky, ne faites pas de bêtises! C'est vrai. Et il y a aussi des thèmes d'alcoolisme qu'on voit, comme Jack Torrance, un peu, tu sais, la dépression, ce qu'on appelle aussi la cabin fever. Et ce loop final où effectivement il se voit. Alors là, Samuel, comment tu expliques le fait que quand il a pris finalement la place de Simone Schul derrière ses bandages, après cette scène extraordinaire où il met fin à ses jours une deuxième fois devant les voisins qui sont maintenant devenus des spectateurs, comment ça se fait qu'il se voit avec Isabelle Adjani? Parce que moi je me suis dit, si justement tu avais eu, je sais pas, Christian Clavier à la place, je me suis dit tu aurais eu justement ce loop d'un nouveau Trelkovski qui arrive et qui va prendre sa place peut-être, mais peut-être que justement de là j'ai pas tout compris. Vous êtes un Céline? Excusez-moi. Je trouve, enfin, c'est sur cette séquence finale, quoi. C'est, Ouais. je dirais que cette séquence finale où en fait tout se retrouve, tous les personnages du film, en fait, enfin, les personnages principaux du film, c'est un petit peu, c'est proche du final de Chinatown, donc son précédent film. On est comme à l'opéra, en fait. À l'opéra, la tradition, enfin l'une des traditions, c'est que les principaux personnages se retrouvent dans la séquence finale du film. Donc je pense que c'est le même procédé chez Polanski. C'est qu'un procédé assez théâtral, hein, puisque bon, comme Laurent l'a justement souligné, Polanski a également une formation de comédien. Donc c'est l'idée que le film se termine, bien on convoque les principaux comédiens. C'est très intéressant, j'adore cette idée de théâtre, effectivement. Mais Philippe, toi, comment tu expliques le fait qu'il se voit lui-même depuis ce lit d'hôpital et qu'il est en compagnie d'Isabelle Adjani? C'est qu'il il est tellement retourné sur lui-même et sur ses fantasmes et ses angoisses qu'à un moment, il est tellement identifié à Simone Schul qu'il devient elle, donc il se voit lui. Tu vois, ça s'explique. C'est pas un nouveau, c'est une boucle infernale comme ça qui n'aura pas de fin, je pense. Ça, c'est l'élément un peu fantastique du film qui me déplaît pas d'ailleurs, qui est qu'à un moment, il est autre. Il est quelqu'un c'est la d'autre. photo de Shining, c'est les photos aussi de Burnt Offerings. C'est des grands classiques du film d'horreur que j'aime beaucoup aussi. C'est le plan final, quoi. Quand il se met à hurler comme ça, enfin, il est devenu Simon Schul complètement jusque dans la mort, tu vois, on reprend le cri et t'as la caméra qui rentre dans la bouche quasiment, quoi. Ouais. Il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout et que je trouve vachement importante dans le film, en le revoyant là comme ça, à chaud, c'est une ambiance, je trouve, d'occupation allemande. Je voudrais savoir qui a déposé une plainte contre moi. Faites voir votre carte d'identité. Elle est dans un bel état. Les individus qui ont affaire avec la police paraissent inévitablement un peu suspects. Surtout s'ils ne sont pas français. Tu vois la voisine jouée par Lila Kedrova, tous les voisins qui ont l'air de collabos immondes et de délateurs, il y a une ambiance extrêmement lourde dans ce film, tu vois, quand elle vient le voir avec sa petite fille et que les autres veulent la virer, l'expulser, etc. Je trouve qu'il y a une espèce de fantôme de l'occupation. Il y a l'actrice du Corbeau aussi, tu sais, celle qui faisait la religieuse, là, qui fait une infirmière, enfin, au début. Ouais. Le 13 se plaint de ne pas dormir. Le 13? Ah, le cancer du foie? Oh, il en a pour 15 jours et encore. Mademoiselle Schul. Les 18. Puis j'y allais. Il est interdit de la déranger. Je crois qu'elle faisait une infirmière aussi dans le film de Clouzot. Voilà. Ouais. Pour rebondir là-dessus, où je partage entièrement le point de vue de Philippe, c'est Le Locataire est présenté au Festival de Cannes, donc en compétition officielle de Cannes en 1976, avec
Il y a Taxi Driver et Monsieur Klein. Étonnamment, ce sont deux films avec lesquels le locataire partage une réelle parenté. Je disais tout à l'heure que Polanski est un cinéaste qui traverse les modes, mais qui n'a jamais vraiment adhéré aux modes. Il traverse la nouvelle vague, il traverse le nouvel Hollywood, mais il n'a jamais été membre de la nouvelle vague. Et puis bon, et le nouvel Hollywood, il y participe de manière tout à fait périphérique. Ce qui me frappe, c'est que dans Le Locataire, il y a deux séquences qui sont véritablement cousines à la fois de Taxi Driver et de Monsieur Klein. Dans Le Locataire, il y a une séquence où le personnage de Trelkovski va porter plainte à la police. Je suis très étonné, monsieur le commissaire. Personne ne m'a jamais dit la moindre chose. Police française, police très importante, police française, et ça pourrait véritablement être une séquence qui se déroule durant l'occupation. Robert Klein, vous avez dit. Oui. Et donc, Trelkovski veut porter plainte, et puis le flic lui dit, mais dites-moi, là, votre nom, ça va pas du tout, là. Donc, quand on a un nom pareil, en fait, en substance, on se tait. C'est une séquence qui est voisine de celle de Monsieur Klein, celle où Alain Delon, qui après avoir reçu de manière erronée un exemplaire d'un journal qui s'appelle Information juive, va voir se rend au commissariat aux affaires juives et dit, dites-moi, moi je suis pas le bon Monsieur Klein, moi j'ai rien à voir avec ça. Et ce faisant, déclenche la machine infernale. Ça fait combien de temps que vous y habitez? Environ 7 ans, depuis que je suis arrivé à Paris. Vous n'avez pas effectué votre changement d'adresse? Je suis vraiment désolé. Je m'en occupe immédiatement. C'est dans votre intérêt. D'évidence, Polanski regarde du côté de l'occupation française et au-delà, en fait, de ce qu'est la persécution des Juifs, persécution et extermination des Juifs en Europe continentale. Maintenant, du côté de Taxi Driver, il y a une parenté évidente puisque c'est tant dans Taxi Driver que dans Le Locataire, c'est un homme perdu dans la ville. Bon, bien évidemment, le point de vue de chez Scorsese est plus réaliste que chez Polanski, mais dans les deux films, il y a également une séquence analogue. On se souvient bien de la fameuse scène de Taxi Driver où De Niro emmène Sybil Shepherd dans un cinéma porno. Eh bien, on a cette séquence. J'y ai pensé. Avec Gianni au cinéma. Dans Le Locataire avec Polanski et Isabelle Gianni qui se retrouvent dans un cinéma de quartier en train de regarder un film avec Bruce. C'est ça. Tout ça pour dire que Polanski est toujours de cette époque, de son époque, sans jamais être à la mode. Ouais. Ah, c'est vrai, le côté intemporel, on peut même penser par moment à M le maudit, tu sais, ou tout d'un coup à Eyes Wide Shut avec cette errance nocturne de ce type, ou même, tu parlais de Scorsese, à After Hours aussi, où t'as Griffin Dunne qui est aussi un petit personnage qui est un outsider d'une certaine manière et qui est ballotté comme ça. Mais qui ressemble un peu à Polanski, Griffin Dunne, tu vois un peu dans le look, enfin dans le visage, je trouve un peu. C'est le même genre d'acteur, effectivement. Mais Philippe, ce premier plan avec la Luma, c'est une des premières utilisations de la Luma. On va parler un peu technique. C'est quand même extraordinaire, ça, cette fluidité et ce côté théâtral dont Samuel parlait, puisqu'on a même tout d'un coup une espèce de trompe-l'œil où tu as Polanski qui se matérialise sur la fenêtre à la place de quelqu'un, je crois, et c'est un petit peu comme cet effet subliminal de Madame Bates en crâne à la fin de Psychose. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue avec de la fumée et des miroirs dès le début avec cette musique extraordinaire de Philippe Sard. Qui apparaît dans le film. C'est pas c'est son frère, c'est pas Alain Sard. Alain, les deux apparaissent. Il y a Philippe Sard qui apparaît, tu sais, il le regarde, il est devant un cinéma, je crois, et il pionne. C'est Alain Sard. En tout cas, je parle de celui qui est dehors, devant les photos d'exploitation. D'accord, mais il y a celui qui les regarde en train de s'embrasser. Ça, c'est Philippe Sard. C'est le même? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a Alain aussi dans le film. Bah Alain, c'est le mec qui les regarde en train de s'embrasser dans la salle. On ne le saura jamais, c'est comme Charles et Delbert Grady, Laurent. Non, je crois juste que Alain Sard était plus grassouillet à l'époque que par la suite. Parce qu'il y a toujours eu Philippe Sard était toujours un peu plus enveloppé que son frère, alors qu'à l'époque je crois que Alain Sard était un peu enrobé aussi, si tu veux. Donc du coup il ressemble presque à Philippe Sard. Mais Philippe, en fait, Sard, il avait Polanski l'a engagé parce qu'il avait aimé la musique des choses de la vie de Claude Sautet,
Et en fait, ils se sont pas tellement entendus au début, enfin en tout cas pendant toute la période de tournage, parce que Sard voulait venir sur le tournage. Il venait voir son frère, en fait, surtout, et il a regardé Polanski travailler. Et en fait, Polanski voulait absolument pas parler de la musique à ce moment-là pendant le tournage. Et en fait, il raconte qu'un jour, en déjeunant avec lui pendant le tournage, Polanski a fait ce geste de passer son doigt sur un verre comme ça, tu vois, quoi. Et il pense pas que c'était quelque chose qu'il lui avait fait pour lui indiquer un son qu'il aimait. C'était presque comme un tic. Et ça lui a donné l'idée d'utiliser cet instrument qui s'appelle le glass harmonica. Il paraît qu'il y en a beaucoup en Europe où c'est des verres comme ça qui sont accordés, où il y a un liquide comme ça sans calcaire, où le musicien passe son doigt pour faire des notes, quoi. Enfin, et qui joue. Je crois qu'on voit ça dans les Vogue le navire. C'est un côté très boîte à musique, très conte de fées, mélancolique, absolument magnifique. Mais Samuel, est-ce que Casanova aussi de Fellini est fait comme ça, je crois, la musique, quoi. C'est ça. Mais Samuel et Philippe, est-ce que tout le film, tous les intérieurs sont faits en studio? Oui, pour moi, oui. Pour moi aussi, clairement. Clairement, oui. Quand on est à l'extérieur de la loge de Shelley Winter, ça aussi c'est fait en studio. Ça, c'est... Tu peux pas avoir cette souplesse de cadrage, cette variété de cadrage dans un décor naturel, c'est pas possible. Ouais, mais ça c'est absolument magnifique parce qu'il fait vivre ses appartements et quand j'ai revu Répulsion, Philippe, j'ai adoré ce passage où littéralement les murs se zèbrent de colère, tu sais. Ouais. C'est sa tête qui se fait, c'est sa tête qui se détruit petit à petit, quoi. Exactement. Mais là, on a ça à l'intérieur de la tête de Trelkovski. Moi, s'il fallait faire une critique au film, moi, je trouve que le moment où on se rend compte qu'il est dingue, c'est quand il est aux obsèques de Simone Schul. C'est tourné, je crois, dans l'église de Saint-Louis-en-Lille, là. Et tout d'un coup, il voit le prêtre, tu sais, qui commence à déjanter. Enfin, on a l'impression que le prêtre se met à dire des trucs complètement délirants, et le filmage commence à être débulé comme ça. Tu retourneras en poussière. Les asticots rongeront tes chairs. Ils grouilleront sur tes lèvres. Et je trouve que c'est un peu trop d'un coup, quoi. Ça arrive un peu d'un coup comme ça, tu vois, quoi. Il n'y a pas de graduation tellement dans le truc. Et du coup, tu te dis très vite, il est fou, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. J'étais reconnaissant qu'il n'y ait pas des fichailles dans les œilletons, tu sais, d'appartements comme il faisait dans Rosemary's Baby, parce que justement, ça aurait été un petit peu trop. Il y en a un ou deux, je crois. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Monsieur Z. Ah, c'est possible, mais il n'en abuse pas, mais il y a surtout ce côté tératophile. Tu nous parlais du fait qu'il aimait bien dessiner les personnages comme des croquis, comme des sketchs, un peu à la manière d'un Tim Burton, et on retrouve ce côté famille Adams avec les personnages de cet immeuble, qui sont tous des dessins. On parlait de gens comme Fresson, tout d'un coup, quand il a l'air de conspirer avec Bouteille. Il se passe des choses étranges dans mon immeuble. Ça a un côté la même tératophilie qu'on trouve chez Fellini ou chez ces grands metteurs en scène. Ouais. Mais moi, je dirais sur la scène de l'église, la remarque de Laurent est valide, mais je dirais aussi c'est une très bonne séquence où on comprend une fois encore que le personnage de Polanski n'est pas le bienvenu dans ce lieu. Que fais-tu ici dans mon église? C'est le cimetière qui t'attend. Tu pueras. Cette scène nous souligne encore davantage que très bien, bon, Trelkovski est fou, mais il est fou dans une société qui ne veut pas de lui. Donc, d'une certaine façon, la folie est la seule place qui lui reste, parce qu'il ne peut pas aller ailleurs. C'est très beau ce que tu dis, et c'est là où ça fait vraiment peur. Parce que Dracula, la créature de Frankenstein, on s'en fout. Il y a très peu de chances qu'on les rencontre, alors que la folie, c'est un truc qui peut parler, quoi, à tout le monde, d'une certaine manière. Moi, je crois que pour la scène de l'église, il a été influencé par Elle de Luis Buñuel, où il y a quasiment la même scène, quoi, dans une église où il voit le prêtre comme ça commencer un peu à délirer, et où c'est l'histoire d'un type aussi complètement qui commence à dévisser grave, quoi, et la relation d'emprise avec une femme, là, plus particulièrement, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'il ait été influencé par ça, quoi. Intéressant. Mais Philippe, c'est vrai que Polanski, je reviens à Paris, il filme magnifiquement Paris, et en particulier les cafés, aussi bien qu'un Claude Sauté quasiment. Tu as vu, il fait vivre ces endroits et ces capsules temporelles dont on parle souvent dans l'émission.
Mais il faut pas oublier de parler du chef-op. Le chef-op, c'est quand même celui d'Ingmar Bergman. C'est Sven Nykvist, qui est un des plus grands chefs-op du monde et qui a été un géant, quoi. Il est allé de la Suède à Hollywood, partout. Il a fait des films partout. Et c'est à chaque fois remarquable. Et là, il s'est un peu surpassé, là, je trouve, pour le coup. Il a réussi à créer visuellement l'univers mental de Polanski. Et il y a des plans, le plan où tu vois Polanski déguisé en choule, de dos, avec sa perruque et son kimono en train de regarder la rue, sa fenêtre vide dehors. C'est des plans absolument... C'est presque un tableau, quoi. C'est inoubliable. Absolument, ouais. D'ailleurs, j'aurais là-dessus une question à poser à mes camarades. C'est que, bon, maintenant, Polanski travaille avec le même chef-op, Pavel Edelman, mais à cette époque, à des 60, 70, 80, il changeait régulièrement de chef-op. Ce qui était assez peu courant, parce qu'en général, les metteurs en scène aiment bien travailler avec le même chef-op. Et chez Polanski, pas du tout. C'est tout de même étonnant, hein, parce que c'est... Non, ce qu'il faisait, Polanski, c'est qu'il changeait le chef-op, mais il gardait le même cadreur. Parce qu'il voulait un cadreur qui fasse la même taille que lui. Et très vite, ça a été, en tout cas pour les films un peu français, là, ça a été un mec qui s'appelle Jean Arnois. Moi, je me souviens l'avoir vu sur le tournage de Frantic, quoi. Et c'était un mec qui était assez petit comme lui, tu vois, parce qu'il voulait quelqu'un qui ait le même regard. Alors, il changeait le chef-op, c'est vrai, quasiment tout le temps, et il prenait souvent des grands chefs-op, hein, puisqu'il a pris Gilbert Taylor, je crois, sur Répulsion, qui était le chef-op de Dr. Folamour et de Star Wars. Il a pris, Geoffrey Unsworth sur Tess, qui est mort d'ailleurs pendant Tess, hein, qui est le chef-op de 2001, l'Odyssée de l'espace. Tu peux regarder Tonino Delicoli sur Watt, c'est le chef-op de Il était une fois dans l'Ouest et je crois pas mal de certains Fellini. Il avait pris Stanley Cortez sur Chinatown avant de le virer parce qu'il était trop lent, mais parce qu'il avait gardé en mémoire la photo de la splendeur de la nuit du chasseur. Et donc il a quand même, il avait cette volonté comme ça de travailler à chaque fois avec un chef-op assez prestigieux dont il avait, je pense, aimé les films, tu vois. C'est bien de changer de chef-op à chaque film, on le fait pas. Moi, je le faisais pas quand je réalisais. Mais il n'y a pas de règle. Quand tu vois le parcours de Roger Dickens avec les frères Cohen, c'est pas mal non plus, hein. Oui, mais c'est une bonne idée de changer à chaque fois. Tu prends le chef-op, bon, pour ce film-là en particulier. À part que tu prends le risque de pas t'entendre avec lui, de pas obtenir ce que tu veux parce que tu n'as pas le langage commun établi. Alors que quand tu as toujours le même, c'est facile, tu n'as plus besoin de parler aux gens. Comme les metteurs en scène qui travaillent avec les mêmes acteurs. Mais là, tu as cette lumière très sombre, magnifique, tu sais, naturaliste des années 70, comme Gordon Willis, et tu as toujours l'impression que le chef opérateur, il se jette des défis pour savoir lequel ira au plus sombre, tu sais. Ça fait chier après pour passer à la télévision, à l'époque, en tous les cas. Mais Polanski fait partie de ces réalisateurs aussi qui sont, je dirais, capables presque de faire la lumière eux-mêmes, tu vois. Donc ils prennent des grands, mais en même temps je pense qu'ils devaient être assez sous contrôle parce qu'il connaît quand même extrêmement bien la technique. C'est comme alors Kubrick, lui, tu vois, il savait faire la photo, il prenait toujours le même, mais c'est une autre école. Mais je pense quand même qu'il avait quand même, il était capable quand même de bien voir ce que le mec faisait et de le recadrer si jamais il faisait quelque chose qui lui plaisait pas, tu vois. C'est vrai. À propos de Kubrick, Laurent, tu as vu, il y a une présence énorme de miroirs comme dans The Shining. On lui a proposé The Shining à Polanski. Hein. C'était d'ailleurs, je crois, pas longtemps après le Locataire, après la sortie du Locataire. Je pense qu'on lui avait proposé à cause de Rosemary's Baby et tout ça, et il avait pas du tout aimé le bouquin. Alors qu'on peut y voir des parentés avec le Locataire. Qu'est-ce qu'il avait pensé du film? Parce que je sais que Kubrick était très fan de Polanski, mais est-ce que c'était... il aime bien Kubrick, mais je n'avais pas réellement l'impression qu'il aimait beaucoup Shining, quoi. Parce qu'il m'avait parlé de Nicholson qui était venu le voir pendant le tournage, et que Nicholson avait l'air très fatigué des prises à répétition, tu vois. Il comprenait pas pourquoi l'autre lui demandait 50 fois la même prise, et Polanski avait dit qu'il ne comprenait pas non plus pourquoi Kubrick faisait autant de prises et que ça l'avait sûrement empêché de faire d'autres films, tu vois, de prendre trop de temps, quoi. Ouais.
L'important, c'est d'aimer Zulawski, qui est quand même un cinéaste assez différent de Polanski, ou même Possession, certaines scènes. Il y a des choses que tu retrouves un peu dans le crade, tu vois, des immeubles, enfin, de ce côté un peu qu'on peut voir aussi dans certains bouquins de, comment il s'appelle, Gombrowicz, c'est ça, tu vois, le côté un peu... il y a une petite parenté sûrement qui doit venir de leur ascendant, de leur nationalité polonaise. Ça m'a fait penser un petit peu, oserais-je le dire, à Lynch, par moment, si tu veux, et encore plus Répulsion. Mais tu trouves pas, Samuel, qu'il y a un petit côté comme ça, justement, surréaliste? Il y a une tradition, enfin, entre guillemets, surréaliste polonaise, enfin, je veux dire, qui serait plutôt proche de Bruno Schulz, je dirais. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment polonaise, là, dont Polanski est vraiment l'héritier. Ouais. Avec cette idée qu'un lieu clos est un piège, pas un refuge. Jamais un refuge. Alors, on a souvent dit, mais c'est dans le cas de Polanski, c'est à l'héritage d'un survivant de la Shoah, puisque il a connu, je veux dire, il a vécu dans le ghetto de Cracovie. Je pense que c'est une hypothèse exagérée et erronée. Je pense que davantage c'est l'héritage de Bruno Schulz. C'est ce truc-là, l'idée qu'un lieu clos que l'on identifie naturellement comme un refuge s'avère tout à fait l'inverse. Intéressant. Sinon, je crois qu'il avait dit à Sven Nykvist comme référence qu'il voulait pour le film. Je crois qu'il avait cité un tableau d'Edouard Munch, Tout à fait. qui s'appelle La nuit à Saint-Cloud, je crois, tu vois, qui voulait un petit peu reproduire ça dans le style visuel du film, quoi. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le locataire le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un des plus beaux mindfuck du cinéma des années 70. Philippe et Laurent, locataires exemplaires qui payent toujours leur loyer à temps, et Samuel qui, pour paraphraser un autre grand film d'horreur existentiel, tu as toujours été le caretaker, tu appartiens désormais à la Kino Family, et tu vas être dans un loop infernal, malheureusement pour toi. Tu vas revenir. D'accord. Écoutez, la vie va être pire que le cinéma, désormais pour moi. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de partager et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Roman Lenov, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors Laurent Bachot, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Samuel Blumenfeld, je veux rentrer chez moi. Magnifique. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast préféré de Simone Schul. Et maintenant, pas de chanson aujourd'hui, vous avez de la veine, je voulais pas faire fuir Samuel trop vite, mais une phrase. Il n'existe que des contes de fées sanglants. Tout conte de fées est issu des profondeurs du sang et de la peur. Franz Kafka, vers 1913. Philippe pourra peut-être nous donner la date exacte, car il l'avait lu dans la Gazette de l'époque. Non, mais par contre, je vais vous faire une citation qui m'a toujours fait beaucoup rire en parlant de Kafka. C'était Henri Janson, immense dialoguiste et critique de films, qui avait fait la critique d'un film de Clouzot, qui était un film un peu ésotérique, machin, et il avait dit « Clouzot a fait Kafka dans sa culotte ». Je m'en rappelle. Philippe, franchement, Janson, qui était brillant, était très injuste parce que je trouve que Les Espions est un très bon film. Je peux pas dire, je l'ai pas vu, mais le mot est trop bon pour ne pas le mémoriser. Mais c'est injuste, vraiment, parce que ça vole très haut, je trouve, Les Espions. Les Espions, bientôt sur Kinopod avec Sam, donc. Avec plaisir.